Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info si vous nous rejoignez. Sans tarder, voici les titres de ce samedi 31 mai. Nous ouvrirons ce journal avec l'actualité sportive et le carton plein à Andorre pour Monaco au jeu des petits États d'Europe. Nous serons en duplex avec la présidente de la Fédération monégasque de judo, Sophie Vincent, pour évoquer en particulier les belles performances des judokas. Nous recevrons ensuite Nicolas Toscan. Le jeune monégasque revient d'une aventure folle dans les sommets du Pakistan. Et puis, comme chaque samedi, la chronique US nous fera voyager outre-Atlantique mais aussi à travers le temps dans les archives de l'ONU. Nous terminerons avec de la Formule 1 pour celles et ceux en manque depuis dimanche dernier avec un simulateur dernier cri installé à la Maison du Numérique. Direction d'abord Andorre, où les Jeux des petits États d'Europe touchent à leur fin. Monaco, en cette fin de journée, est 4e au classement des nations. Les athlètes monégasques ont atteint à 44 reprises le podium. C'est le 3e meilleur bilan pour la principauté dans l'histoire des Jeux. Dans le détail, les rouges et blancs cumulent 16 médailles d'or, 13 médailles d'argent et 15 médailles de bronze. De très belles performances, notamment en natation, en gymnastique et en judo. Nous sommes en ligne avec la présidente de la Fédération monégasque de la discipline, Sophie Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre sentiment après cette semaine de compétition et toutes ces médailles raflées par les judokas monégasques? Écoutez, plutôt de la fierté, d'abord, plein de sentiments en fait. La fierté, une grande satisfaction et puis aussi beaucoup d'émotions et vraiment, voilà, on est tous très très heureux et on attend avec impatience le retour de notre équipe pour les fêter dignement. Vous vous attendiez à un tel succès? Non, on espère toujours ramener des médailles, bien évidemment, et de toute façon, on s'entraîne pour ça aussi toute l'année, avec tout le staff technique et derrière nos judokas tout au long de l'année pour ces compétitions et ces grands rendez-vous internationaux dans lesquels en plus on représente la principauté. Mais effectivement, 7 médailles sur 9 possibles, non, je pense que quand même on s'y attendait pas vraiment. On sait que Monaco a battu son record qui était de 33 il y a 2 ans. Est-ce qu'en judo en particulier, on a fait mieux par rapport à Malte en 2023? On a fait mieux et on a égalé notamment avec les équipes la performance que l'on avait fait en 2007 à Monaco, aux Jeux des petits États de Monaco, puisque nos deux équipes avaient eu la médaille d'or, donc hommes et femmes. Et donc là, cette année, on a égalé ce record, enfin cette performance qui était déjà historique en 2007. Mais voilà, je crois que 5 médailles d'or, une d'argent, une de bronze, c'est quand même pas banal. Qui vous a le plus surpris? On a vu que les femmes ont particulièrement brillé. Les femmes ont particulièrement brillé. On a eu une Sarah Halag complètement galvanisée par le fait qu'elle ait été porte-drapeau. Je crois que ça l'a vraiment portée. Elle a fait une performance incroyable. La jeune Omeda Aubry aussi, a 16 ans seulement. Donc ça promet pour le futur et ça promet surtout pour Monaco 2027. Et puis on est très content aussi que Marvin Gado, notre international, qui a participé au JO de Paris en 2024, et était au rendez-vous. On l'attendait, on l'espérait, et il a eu cette belle médaille d'or et puis cette médaille d'or en équipe aussi. Donc le doublé pour Marvin, le doublé pour Sarah, le doublé pour Omera aussi. C'est magnifique. Et vous l'avez dit, ces résultats laissent entrevoir de belles perspectives, Oui. notamment pour les prochains petits Jeux qui auront lieu à Monaco et les Jeux Olympiques dans 3 ans. Oui, effectivement. Donc nous, notre futur objectif, c'est Monaco 2027, bien évidemment. Et on a plein d'espoir après ces résultats parce qu'on a vraiment une jeune génération qui arrive au niveau du judo club et de la fédération. Voilà, Omera n'a que 16 ans. Abdou qui fait médaille d'argent est jeune aussi. Mark-Eli Niamien, etc. On a la jeune Lou Vatan qui n'a pas pu combattre mais qui n'a que 16 ans aussi et qui est déjà à ce niveau-là. Donc voilà, c'est plein d'espoir et on espère faire encore mieux Monaco 2027. Revenons-en à ces Jeux. Comment allez-vous célébrer ça à leur retour alors? Ah bah vous savez, ils sont jeunes, donc il va falloir qu'on fasse un peu la fête avec eux quand même. Il y a la fête du judo le 14 juin prochain, donc la fête du club avec tous les jeunes, les parents, etc., toutes les sections qui viennent, donc ils auront un bel hommage. Ces médailles, c'est aussi le fruit d'un énorme travail qu'on oublie souvent en back-office. Donc tout le staff, que ce soit administratif ou technique, les entraîneurs, les éducateurs, mais aussi tout ce qui est administratif, le secrétaire général et le trésorier. Et je tiens vraiment aussi à remercier les instances qui nous aident. Donc la mairie de Monaco, un clin d'œil à Jacques Pastor,
le gouvernement princier, bien sûr, et le comité olympique pour son soutien, qui n'est pas que financier, mais qui est aussi un soutien moral. Merci beaucoup à tous. Merci Sophie Vincent d'avoir partagé vos impressions avec nous. Je rappelle que la cérémonie de clôture sera à suivre en direct sur Monaco Info, peu après ce JT à 20h, avec aux commentaires Christophe Paco et Stéphane Maggi. Et demain, le dernier débrief après la messe à midi. En basket, au bout d'un match à suspense, la Roca Team a cédé sur le fil face au Mans hier soir. Après un lancer franc de Trevor Hudgens à 4/10 de seconde du buzzer, le score final s'établit à 88-87 et les 15 points d'Elie Okobo n'auront pas suffi pour l'AS Monaco. Il y aura donc un match 3 à Gaston Médecin demain à 16h30. Soyez nombreux pour supporter les Rouges et Blancs car ils devront impérativement gagner pour aller chercher les demi en Betclic Elite. Pour les plus jeunes, une belle victoire à fêter. En revanche, l'AS Monaco Basket Association a décroché son ticket pour la finale du Trophée du Futur et ce pour la deuxième année consécutive. Face à Nanterre, Monaco n'a pas faibli et s'est imposé 80-73 pour accéder à la dernière porte du sacre. Demain, le coup d'envoi du match sera donné à 16h30 également. Les espoirs monégasques affronteront le gagnant du match qui oppose en ce moment même Dijon et Bourg-en-Bresse. L'événement s'ouvrira par un hommage à leur coéquipier Lorenzo Renou, disparu tragiquement dans un accident il y a 3 semaines. À Roland-Garros, le monégasque Hugonis s'est qualifié pour les 8e de finale du double aux côtés du français Édouard Roger Vasselin. Les deux hommes ont battu les Australiens Duckworth et Vukic en 2-7, 6-2, 6-2. Demain, ils affronteront la paire Pavic à Arevalo. Alors que Monaco se remet doucement de ses émotions du week-end dernier, les pilotes sont de nouveau d'attaque pour la 9e manche du championnat de Formule 1. À quelques kilomètres de Barcelone, les qualifications du Grand Prix d'Espagne ont eu lieu cet après-midi. Demain, pour la course, Charles Leclerc partira 7e sur la grille de départ. Son coéquipier Ferrari Lewis Hamilton, lui, s'élancera en 5e position sur le circuit de Catalogne. C'est Oscar Piastri de l'écurie McLaren qui a décroché la pole. Une nouvelle bataille à suivre dès 15h. Toujours dans le dépassement de soi, le jeune monégasque Nicolas Toscan vient de rentrer de 3 semaines d'expédition dans la chaîne de montagne du Karakoram au nord du Pakistan. Il est avec nous pour faire part de son expérience hors norme. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Sarah. Vous êtes un aventurier dans l'âme. En quoi a consisté ce défi fou que vous vous êtes lancé ? L'idée c'est de chercher un petit peu des sensations fortes entre amis et essayer d'explorer un petit peu les 4 coins du monde pour s'amuser et vivre des bons moments et créer des souvenirs ensemble. Vous avez grimpé plusieurs sommets à plus de 5000 mètres d'altitude que vous avez redescendu en ski, c'est bien cela ? Voilà, c'est ça, on est parti presque 3 semaines au Pakistan sur la chaîne de montagne qui s'appelle le Karakoram. Et donc on a passé près de 3 semaines en autonomie à tirer nos affaires avec des poulkas et essayer de chercher des sommets à aller skier. Et vous l'avez dit, vous n'êtes pas parti seul, vous étiez accompagné de plusieurs amis. C'est ça, on est parti à un groupe de 3 amis de Monaco, donc Benoît Martin, Julien Trossello et moi-même. Et notre guide de toujours, Boris Langenstein, qui nous a accompagnés sur cette belle expédition. Comment s'est passée alors la collaboration, disons ? La collaboration s'est très bien passée, hein, comme toujours, on commence à bien se connaître depuis le temps. Donc voilà, c'est toujours un défi de vivre dans des espaces confinés, dans des petites tentes, dans des conditions assez précaires, mais on sait vers quoi on s'engage, donc ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Et quelle a été justement la plus grosse difficulté au cours de ces 3 semaines d'aventure ? Parce qu'évoluer à de telles altitudes, mais forcément le corps a rude épreuve. Ouais, la plus grosse difficulté, c'est le froid. C'est l'altitude, bien s'adapter à l'altitude, la fatigue, parce que la fatigue elle s'enchaîne, on dort pas très bien pendant 3 semaines, mais donc voilà, c'est vraiment une fatigue générale qui s'installe jour après jour et qu'il faut réussir à encaisser. Est-ce que vous avez même remarqué des changements physiques à votre retour ? Comment est-ce que vous vous sentez actuellement ? Ouais, actuellement ça va. On a perdu un petit peu de poids, hein, comme d'habitude quand on part en montagne, dans des hautes altitudes. Pendant un petit peu de temps, on a perdu entre 3, 4, 5 kilos pour certains. Mais on les reprend vite, hein, on reprend vite l'appétit et donc ça s'est bien passé ça aussi. Quelle a été la première chose que vous avez faite en rentrant ? En rentrant, la première chose qu'on a fait, c'est un bon repas, du bon riz, un vrai plat chaud, parce que c'est vrai que pendant 3 semaines, ça a été des plats lyophilisés. Donc c'est vraiment un bon repas et une petite bière entre amis. Avec quoi êtes-vous parti en termes de logistique ?
En termes de logistique, on est parti, donc on était vraiment en autonomie cette fois-ci, donc on avait tout notre matériel d'alpinisme, le matériel classique qu'on peut prendre. Là, on avait des poulkas, donc c'est des sortes de grandes luges sur lesquelles on mettait nos affaires pour pouvoir progresser sur le glacier. Donc c'est tout un glacier qui fait à peu près 100 km qu'on a remonté. Et un jour sur deux, en fait, on trimballait nos poulkas pour changer de camp. Et l'autre jour, on faisait une montée, on essayait de grimper un sommet. Généralement, c'était entre 5 et 8 heures d'ascension pour une petite demi-heure de descente. Voilà. Quel a été le moment le plus marquant ? Le moment le plus marquant, je pense que c'est notre dernier sommet. Le dernier sommet qu'on a fait à 5500 mètres d'altitude. Le matin, au réveil, à 3 heures du matin, il neigeait beaucoup. On a dû décaler le départ. On ne savait pas si on allait y aller, pas y aller. C'est une montagne qu'on regardait depuis un petit bout de temps. On lorgnait dessus, on s'est dit tiens, il faudrait qu'on se la fasse celle-ci. Et lorsqu'on est arrivé à ce sommet-là, après 8 heures d'effort, c'est vrai que c'était une montée un peu en mixte. On est monté un peu en ski de randonnée, en crampons, mettre des grands coups de piolet pour arriver au sommet. Dans des conditions pas faciles. Donc une fois arrivé au sommet, c'était vraiment beaucoup de joie. C'est l'image que vous allez garder en mémoire. On imagine que votre soif d'aventure ne va pas s'arrêter là. Vous êtes déjà parti à la conquête du Kilimandjaro, entre autres. Est-ce que votre prochain défi, vous l'avez déjà en tête ? Il est déjà en train de se mûrir, ce qui fait un petit peu peur aux familles, parce que chaque fois qu'on s'embarque dans de telles aventures, ça fait un peu peur aux familles. Mais oui, là on pense déjà l'année prochaine, pourquoi pas, à aller au Groenland, partir en bateau avec un petit voilier et essayer d'aller grimper des petits sommets au Groenland et descendre à ski avec une belle vue mer. Donc c'est le prochain projet qu'on a en tête et qu'on essaye déjà de monter. Et Nicolas, vous avez réalisé ce défi pour une association. C'est ça, on travaille toujours avec l'association Wolfpack Sports Team. Donc c'est une association dans laquelle on est tous membres. Et notre président Eric Cansemi qui met beaucoup de cœur toute l'année à essayer de la mettre en avant. L'idée c'est de promouvoir le sport pour tous et donc d'essayer de montrer que le sport est accessible pour tous, même aux personnes à mobilité réduite. Donc voilà, on essaie de toujours la mettre en avant, cette association, parce qu'on est très fiers de tout le travail accompli toute l'année par notre président et tous les membres. Un beau message. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous. Merci. Comme tous les samedis, c'est l'heure de la chronique US et cette semaine, notre correspondante à New York nous emmène découvrir les archives des Nations Unies, un trésor d'histoire, témoin de l'intérêt de Monaco pour l'organisation internationale. Bonsoir Alexandra Pani. Oui, bonsoir à vous. Vous connaissez mon attrait pour les archives. J'ai eu la chance de pouvoir visiter celle des Nations Unies. Je vous propose donc cette semaine une visite de ce lieu méconnu du grand public. Ils sont les garants de l'histoire des Nations Unies. Ce fonds unique au monde recense des millions de pages précieusement enregistrées et archivées, et ce, dès la création de l'organisation internationale. 80 years ago, in 1945, when the delegates met in San Francisco, there was a small unit within the documents section who were responsible for assembling and keeping the documents created by the delegates. Once they finished, the records were put on a train, which traveled from San Francisco to New York, then by ship to London, where the first General Assembly took place, at which place it was put back on a ship, came back to New York, traveled a bit around New York City and Long Island, and now we are here, one block away from the UNHQ. Plus de 4 millions de pages ont été digitalisées et sont aujourd'hui également disponibles sur le site internet des Nations Unies. Le rôle de ce service est avant tout de préserver et donner accès aux archives historiques de l'organisation. Toute personne qui souhaiterait consulter ces documents peut tout simplement faire une demande par email au service des archives. So our collections are really divided into 4 different big sections. We have the records of the Secretaries Generals, then we have the records of the peacekeeping missions and field missions, and then we have the records of different offices, mostly the ones in New York. For example, Department of Global Communications or Department of Peacekeeping. And then we also have records going back to before the founding of the UN. For example, the United Nations War Crimes Commission, the UNWCC, United Nations Information Office, and the United Nations Relief and Rehabilitation Administration, or UNRWA.
Alexander nous a justement sorti quelques éléments d'époque de l'UNRWA, créé en 1943 pour fournir une assistance aux pays européens après la Seconde Guerre mondiale. UNRWA was in charge of healthcare before the creation of the WHO, which you can see here the adhesion of Monaco to the WHO, signed by Prince Louis II. Sur cette table, des documents allant de 1943 à 1948 datent de la dissolution de l'UNRWA, mais des archives encore plus anciennes sont consignées ici. So what we have here are examples of international conventions going back to the beginning of the 20th century. So this one is the International Convention for the Suppression of White Slavery, signed by Tsar Nicholas II. We have an example signed by King George V, King of Great Britain and Ireland. And here we have an example of a treaty signed by Prince Rainier of Monaco. Des documents d'archives qui montrent l'intérêt de la principauté pour l'organisation internationale bien des années avant qu'elle n'en devienne membre, en 1993. Remontons le temps encore un peu plus, à l'époque de la révolution industrielle dans laquelle nous plonge le long métrage soviétique La Nouvelle Babylone. Alors que la commune de Paris est violemment réprimée par l'armée, une histoire d'amour naît entre Jean, un soldat, et Louise, une jeune vendeuse communarde. Pour accompagner la diffusion de cette œuvre muette hier à la salle Garnier, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont interprété en live la musique de Shostakovich, José Sacré et Camille Caloni. Au programme du ciné-concert proposé par l'Institut audiovisuel de Monaco et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Franz Strobel, à l'Opéra Garnier, vendredi 30 mai, un film muet en noir et blanc réalisé en 1929 par Grigory Kozintsev et Léonid Troberg, La Nouvelle Babylone. La Nouvelle Babylone, c'est un film qui raconte, symbolise un épisode historique, à savoir la Commune de Paris en 1871, mais évidemment vu par l'œil de deux cinéastes soviétiques. Donc c'est évidemment un film qui est quelque part aussi un peu propagandiste et joue évidemment les mouvements populaires contre les bourgeois. Mais le film est évidemment beaucoup plus puissant que cette caricature entre les personnages, et notamment par un emploi de mouvements de caméra, de focale, de montage accéléré, de montage à la Eisenstein. Et c'est vrai que ça donne même sans la musique un caractère symphonique aux images. Dirigé par le spécialiste du genre, le maestro Franz Strobel, la musique de La Nouvelle Babylone a été composée par Dmitri Shostakovich, dont l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo célèbre cette année le cinquantenaire de la disparition. La musique de La Nouvelle Babylone est la première musique composée par Shostakovich pour le cinéma. Il avait 23 ans. C'est les cinéastes qui vont le chercher pour lui commander une œuvre. Et évidemment, Shostakovich voit bien que ce défi n'est pas celui simplement d'accompagner les images comme ça se faisait à l'époque, souvent au piano, mais au contraire que la musique joue sa propre partition, si j'ose dire, par rapport aux images, d'où l'emploi de phrases en contrepoint de ce qui est montré à l'image. Et là encore, à l'époque, en 1929, cette partition a été jugée trop novatrice, ce qui fait que dans les vraies conditions de l'œuvre telle qu'elle a été souhaitée, le film n'a été donné avec sa partition que quelques semaines à Moscou avant de disparaître pendant quasiment un demi-siècle. Bravo à l'Institut audiovisuel de Monaco, aux musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et à leur chef d'un soir, qui ont ressuscité en quelque sorte le film La Nouvelle Babylone, qui, comme l'a écrit un critique en 1955, est le seul film épique authentique de l'histoire du cinéma. C'est un film d'idées, c'est un film de mouvement, et puis c'est un film qui défend le cinéma comme un art premier.
Autre classique du cinéma, des élèves de la 6e à la terminale d'FANB ont revisité à leur manière le célèbre film Retour vers le futur, une adaptation pleine d'humour jouée devant plus de 500 spectateurs, tous conquis, comme vous allez le voir dans ce reportage de Vanessa Dessy et Arnaud Humbert. Et si Marty McFly était en 4e, dans une mise en scène audacieuse et pleine de fraîcheur, des élèves de 6e à la terminale d'FANB ont fait revivre Retour vers le futur sur les planches de l'auditorium Régnier 3. L'idée, c'est un film mythique qui plaît aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Les années 80 aussi, musicalement, c'est quelque chose de très sympathique. Du coup, je me suis lancée dans ce projet et je l'ai réalisé en comédie musicale, en mêlant théâtre, chant, danse. Et ça inclut donc à peu près une centaine de participants du collège au lycée, professeurs et personnel de l'école FNB. On le fait vraiment parce qu'on a envie de le faire. Et donc oui, non, Roche chapeaute un petit peu tout. Et on a des collègues qui sont devenus des amis. On a chacun un petit rôle qui est bien défini. Par exemple, voilà, pour ma part, moi je m'occupe de la logistique élève. Et puis annulation de cours, choses comme ça. Après, on a une collègue qui fait les décors. On a une collègue qui s'occupe un peu de la théâtralité, de la scène. On a aussi un collègue, monsieur Petri-Utio, qui fait un boulot énorme. Spielberg à côté, c'est rien. Voilà, donc non, c'est vraiment, en fait, c'est comme une mayonnaise, quoi. Tous les ingrédients sont mis pour faire un super spectacle. Entre skateboard bricolé et DeLorean, ce remake inventif a réuni costumes rétro, clin d'œil malicieux et bande-son culte. Plus qu'un simple spectacle scolaire, un véritable voyage dans le temps et dans l'imaginaire de ces jeunes artistes. Ça s'est fait sur toute une année, donc c'est sur le long terme. On l'a fait. En fait, on faisait des répétitions et peu à peu, ça rentrait et ça fait plaisir quand même de voir finalement en ce jour que ça s'est réalisé comme ça. On était tous ensemble, donc c'était plus simple d'apprendre puisque c'était vraiment en cohabitation. Les décors ont bluffé le public par leur ingéniosité. Entre la célèbre horloge de Hill Valley, un lycée des années 50 recréé avec minutie, et une DeLorean plus vraie que nature, chaque scène a transporté les spectateurs dans l'univers culte du film. Ça a été un travail qu'on a mis en place dès lors qu'on a appris le projet qu'elle existait. Donc ça a commencé par les petits objets, puis arrive le moment de faire la grande mairie. Et là, il fallait trouver comment faire tenir cette grande structure sur la scène. Donc là, ça a été le plus compliqué, ça a été ça. Quels matériaux utiliser et comment la faire tenir. On a travaillé pendant 2-3 mois, le temps d'élaborer. Au début, on était parti sur une idée de faire un tissu avec une projection dessus. Fatalité, comme il y a déjà la projection du film, c'était compliqué à gérer 2 projections en même temps. Donc après, il fallait quelque chose de solide. On est parti sur du carton, mais tout carton, pas assez solide, ça ne tient pas. Donc mélange contreplaqué, PVC, carton. Avec plus de 500 personnes venues applaudir leur performance, les élèves ont remporté un véritable succès. Rire, émotion et nostalgie étaient au rendez-vous dans ce voyage temporel mené avec brio. On referme ce journal avec du e-sport cette fois. Pour celles et ceux déjà nostalgiques du Grand Prix, un simulateur éphémère a été installé à la Maison du Numérique. Il permet d'entrer dans la peau des pilotes et de parcourir le célèbre circuit monégasque. Marie Bonnet-Blanc et Marie-Ève Béé ont testé l'engin pour nous regarder. Main sur le volant, pieds sur les pédales, siège incliné. L'occasion pour certains de réaliser peut-être un rêve d'enfant ou tout simplement de se faire plaisir avec des sensations garanties. La vitesse de 0 à 100, généralement, et puis le freinage aussi, qui est quand on appuie fort, ça s'arrête net. C'est assez impressionnant, ça, le frein. Ça permet de faire des choses qu'on fera jamais, parce que si on essaie en vrai, je crois qu'on est mort. Ça permet de toucher un petit peu du doigt la complexité de ce travail de pilote de Formule 1. Et on voit tous les réflexes, les yeux qu'il doit avoir partout entre les rétros et tout ça, et bravo pilote de Formule 1, quoi. Chaque utilisateur reçoit une petite formation avant le grand départ, comment et à quel moment passer les vitesses, où et quand freiner, afin de réaliser le meilleur temps possible. Les choses à savoir, c'est que tu as le volant à prendre en main, tu as juste les palettes qui sont à l'arrière au niveau des index. La main gauche, c'est pour descendre la vitesse et la main droite, c'est pour les monter. Donc là, tu vas avoir des LED qui vont s'allumer. Quand les LED s'allument bleu, c'est le moment idéal pour passer la vitesse. Supérieur. Oui, supérieur. Après, pour rétrograder, c'est un peu à l'oreille, c'est à toi de savoir quand tu dois rétrograder. Je vais t'aider, bien sûr. Au niveau des pieds, donc tu as 2 pédales, l'accélérateur et le frein.
tes pieds restent sur chacune des pédales. C'est pas comme sur une automatique où tu utilises le droit pour les deux. D'accord? Donc si tu es prête, n'hésite pas. Tu peux mettre la première, donc avec la main droite. La vitesse s'affiche et tu peux commencer à accélérer. Vous l'aurez compris, nous aussi nous l'avons testé et effectivement c'est bien physique. Et là ça va être le vrai test, sainte dévote, donc je t'invite à freiner très fort et à rétrograder. Je sais pas où je vais, là? C'est très bien. Pas mal, pas mal. Donc là on est dans l'avenue d'Ostende et on va arriver sur la place du Casino. Et là on plonge à droite. Super, alors attention, là il y a un piège, il faut vraiment freiner fort et descendre de vitesse avec la main gauche. Parfait, à droite. Ça va? Ouais, ça va. Pas trop surprise? Ça va. Donc ralentis là, freine très fort et tourne à gauche à fond. Ce simulateur est à votre disposition de manière totalement gratuite et ouvert à tous jusqu'au 13 juin prochain. N'hésitez donc pas à le tester par vous-même. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Marie Bonnet-Blanc qui devrait nous annoncer un temps aussi agréable qu'aujourd'hui. Vous étiez d'ailleurs nombreux à profiter du soleil ce samedi, notamment sur la plage du Larvoto où notre photographe Stéphane Dana a baladé son objectif. Ne manquez pas à 20h la cérémonie de clôture des Jeux des Petits États d'Europe. Je vous retrouve demain à 18h30. Belle soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour faire le point sur le temps de demain. Dans la matinée, le ciel sera dégagé, il devrait se couvrir dans l'après-midi avec quelques nuages. Côté température, il fera 20 degrés le matin et jusqu'à 22 degrés dans l'après-midi. On souhaitera une très belle fête à tous les Justins. Et en ce premier jour du mois de juin, ce sera la journée mondiale des parents. L'occasion de célébrer l'engagement, la patience et l'amour inconditionnel des parents du monde entier. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.